On va vous donner une petite présentation, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est peut-être si vous avez des... Ah, effectivement, c'est très bruyant. Ouah. Si vous avez des questions après, en fait, c'est ce que Jean-François va vous présenter, c'est un peu la réflexion qu'on a eue à Ronquière pour essayer de résoudre un problème de base que vous connaissez à peu près tous. C'est que la mobilité sera un événement comme celui-là, certainement avec la croissance. Dès que la présentation sera prête, mais c'est pas grave, on pourra... Voilà, ça mouline. Ben, pendant que ça mouline, je vais juste revenir sur le LovePod, parce qu'on n'avait pas prévu du tout d'en parler, mais je l'ai dit à Grégor tout à l'heure, et il y a un des trucs, une des activations qui a le mieux fonctionné chez nous cette année, c'est un petit partenaire, et il y a un lien quand même, c'est qu'il a eu l'idée avant de proposer en termes de concours pour sa fanbase, de pouvoir gagner la possibilité de passer les nuits, non pas dans le camping, mais sur le site du festival, dans des containers vitrés. Et ils pouvaient donc, à la fermeture du festival, rester sur le site, pouvoir dormir dans ces containers totalement aménagés. Évidemment, ça avait un lien avec la société, avec l'objectif du partenaire. Hein. C'est un grand magasin de meubles du coin. Et il a fait cette proposition-là. Et cette activation a cartonné. Ils ont eu des milliers d'inscriptions pour le concours. Et ça a été une réussite totale. Donc voilà, on n'est pas... Voilà, il n'y a pas l'accès sexe, mais par contre, le fait de pouvoir de vivre une expérience sur le site du festival, ça a vraiment cartonné. Voilà, et de vivre une expérience, d'être dans un site qui est immense, où il reste encore quelques lumières, où il y a encore des contrôles de son qui sont faits à la fin de la journée ou des choses comme ça. Et ça a été vraiment un carton total. Mais on ne sait pas s'il n'y a pas eu de sexe, hein, Gino. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Juste pour se mettre dans l'ambiance, l'after movie, je ne sais pas s'il y a du son ou pas. Visiblement, il n'y a pas le son, mais je peux faire le... Bon, c'est pas grave, je vais commenter. Donc, le Festival de Ronquière, c'est un festival qui a débuté en 2012. Donc là, on va être à la 13e édition. Ça se situe, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Belgique, c'est au sud de Bruxelles, à 30 minutes à peu près. On est à 1h15 de Lille, donc très proche de la France. Avec une programmation mainstream. Voilà, les dernières têtes d'affiche, on a eu Indochine, les Pixies. Cette année, on a Zao de Sagazan, Jean-Louis Aubert, Clara Luciani. Donc, c'est une programmation relativement mainstream. 3 jours de festival avec une capacité, une jauge de 25 000 par jour. Donc, vraiment un festival, je dirais, standard. Voilà, en Belgique, on a eu une progression assez importante et c'est pour ça en fait qu'on va arriver sur ce problème de parking. On est dans un site totalement unique, vous voyez sur les photos. Donc on est sur un site qui est en fait un plan incliné qui permet en fait de récupérer une différence de niveau pour un canal. Et donc il y a des bateaux qui montent sur ce plan incliné même pendant le festival. Donc c'est un site qui est assez exceptionnel. On a une tour qui est à 160 mètres de hauteur. Donc le site est absolument splendide, donc on ne doit pas faire trop d'efforts au niveau de la déco. Par contre, il a un problème de base, c'est qu'il est au milieu de nulle part. Et on est passé, et donc je pourrais passer les slides suivants parce que pendant la vidéo, vous voyez ça. On est passé donc de 2012, on a commencé avec 12 000 festivaliers. On est arrivé en 2023 à 80 000 festivaliers, donc une jauge de 27-28 000 par jour. 2024, 67 000 festivaliers. Mais on est vraiment au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'on a juste 2 chemins d'accès, aucun parking, aucun transport en commun. Et donc, au fur et à mesure, on a eu de plus en plus de problèmes de mobilité. Et la question qu'on s'est posée en 2023, c'est de se dire comment on transforme ça, comment on fait de ce problème une opportunité. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir passer à des parkings payants, ou du moins à un développement d'une offre de mobilité qui soit meilleure que ce qu'on avait auparavant, sans se faire dégommer par nos festivaliers qui disent « Tiens, voilà encore une façon de se faire de l'argent sur notre dos. » Alors, avant de passer à la mobilité, il y a une petite anecdote que Gino devait vous présenter, c'est qu'on a été un des seuls événements de masse qui a eu lieu en 2021. Vous vous souvenez, donc 2020-2021, année noire pour le secteur culturel et pour l'événementiel.
Et nous avons en Belgique, en tout cas, eu l'opportunité d'organiser après le 15 août. Donc, c'est nos dirigeants qui, avec l'aide du Covid Safety Kit, vous vous souvenez de ce fameux Covid Safety Kit, eh ben, on avait décidé, nous, d'organiser ce festival. En 2021, on a eu 20 000 personnes par jour. On avait accueilli d'ailleurs Maneskin cette année-là, ce qui était une prouesse pour nous en Wallonie de pouvoir accueillir une tête d'affiche comme ça anglophone, parce que d'habitude, elles vont en Flandre. Malheureusement, c'est un peu le problème de la Belgique pour les organisateurs francophones, c'est que cet artiste vont en Flandre. Donc on a vu Maneskin et on a vu 20 000 personnes par jour. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on se souvient qu'on était à l'entrée, on voyait les gens rentrer avec leur masque, donc ils arrivaient avec leur masque à l'entrée, présentaient leur Covid Safety Kit, et une fois qu'ils étaient rentrés, ils pouvaient retirer leur masque, malgré qu'il y avait 20 000 personnes. Et une personne sur deux hésitait à le retirer, se demandait, je peux vraiment retirer mon masque, il n'y a pas de souci. Et c'était vraiment une expérience inoubliable. Je crois qu'on ne l'oubliera jamais, cette expérience en 2021. Tout à fait. Voilà, donc j'ai couvert déjà la majorité donc, des éléments du festival. Donc c'est un festival qui est dans le top 3 ou dans le top 3 au niveau francophone. Donc évidemment, du côté néerlandophone, on a les grosses machines comme Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop, qui sont vraiment les tout gros festivals. Et du côté francophone, voilà, on est aussi dans le top 3. Grégor, tu parlais d'étendre la durée de l'événement. Donc, on est un festival qui se tient sur 3 jours. Et cette année, pour la première fois, on va aussi tenter d'utiliser les infrastructures qui sont en place pour avoir un after, parce que donc le 5 août, donc 2 jours après la fin du festival, on a une date exclusive de Will Smith pour la Belgique. Donc, c'est la première fois qu'on tente ça. Donc, un peu dans la même... dans le même état d'esprit, on essaye aussi, nous, d'optimiser en fait les revenus du festival. Évidemment, en termes de flux de revenus, on a les traditionnels billetterie, food and beverage, sponsoring et les parkings. Donc ça, c'est évidemment ce que Jean-François va vous expliquer, c'est comment on a essayé en fait de faire en sorte pour la première année de mettre en place une offre de parking payant et qui nous permette de couvrir un spectre plus large, pas uniquement les parkings, mais l'offre de mobilité douce et ce genre de choses, pour que les festivaliers aient une perception de valeur ajoutée sur l'événement. Un point aussi important, c'est qu'en Belgique, en tout cas chez nous, il n'y a quasiment pas de subsides. Je sais qu'en France, il y a quand même beaucoup de flux financiers qui peuvent venir de conseils généraux, de mairies, tout ça. Voilà, c'est quasiment inexistant chez nous. Je pense que si on prend le budget total du festival, les subsides, entre guillemets, donc, qui viennent des autorités, c'est moins de 2% du budget du festival. Pour le reste, je laisse la parole à Jean-François qui a géré le projet. Je te laisse passer alors. Alors juste pour une petite historique, on a dû vraiment réfléchir sur la mobilité. La mobilité, je pense que j'apprends ça à personne aujourd'hui. C'est un des challenges les plus importants quand on organise un événement de masse. C'est de pouvoir en fait faire venir des milliers de festivaliers en même temps, surtout qu'ils repartent en même temps, sans que ce soit trop long pour repartir à la maison, soit trop long pour arriver et ne pas louper le premier concert. Et donc c'est vraiment un challenge important. Et surtout ce qui est super important, c'est de pouvoir garantir et sécuriser les autorités. Parce que pour eux, évidemment, la mobilité, les forces de police, je pense que la majorité de leur discours, c'est qu'est-ce que vous garantissez comme sécurité pour tous les véhicules qui vont accéder, toutes les personnes qui vont accéder au festival. Donc c'est vraiment primordial et on a eu une année, ça se passait relativement bien jusqu'en 2023. En 2023, on a une année noire. J'en frissonne encore, on a eu des intempéries incroyables, 3 semaines de pluie non-stop pendant le montage, avec 2 jours de pluie, plus de 40 litres par jour pendant les 2 jours de festival. C'était un champ de boue, on a déposé 300 tonnes, je rigole pas, c'est 300 tonnes de paille sur le festival pour pouvoir finir notre festival. Et c'est l'année où on avait décidé de grandir. Et on avait accueilli cette année-là Indochine en une de ses affiches, Placebo. Et donc, évidemment, tout ça ne nous a pas aidé au problème de mobilité. Il y a des gens qui ont mis 4-5 heures pour accéder sur le festival, ce qui est vraiment inconcevable, évidemment, de proposer ça à nos festivaliers. Donc, on s'est posé plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce problème de mobilité? Et on a eu un gros chantier, donc après cet épisode-là, on a un gros chantier pour trouver les bonnes solutions et pour, en tout cas, redonner confiance à nos autorités et à notre police.
et également évidemment le festivalier. Alors d'abord, on s'est rendu compte qu'on avait trop de voitures. Pourquoi? Parce que le parking était gratuit. Et donc tout le monde, c'était facile, hein, le parking est gratuit, on prend les voitures, on y va, on arrive au plus près, on a la chance d'avoir des très bons contacts avec tous les fermiers des environs. On est dans une zone très très rurale, donc on a beaucoup de possibilités. Les fermiers nous disent, bah, si tu veux, je peux te mettre 4 hectares de pelouse sur ce champ-là, 3 hectares là-bas. Et donc on a vraiment beaucoup de possibilités pour accueillir tous les véhicules. Et donc pour nous, c'était facile. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul axe d'accès principal, plus d'autres axes d'accès, mais qui sont moins principaux. Et les festivaliers avaient tendance, ils mettaient leur GPS, ils avaient tendance à se dire, bah, on prend cet axe-là, c'est plus facile. Et on s'est retrouvé évidemment avec un axe qui était privilégié par les festivaliers. Et en plus, avec le concert d'Indochine, tout le monde est arrivé en même temps, parce que la majorité des festivaliers venaient pour ce concert-là, ne venaient même pas avant. Donc on a eu vraiment une concentration des véhicules à ce moment-là, sans compter évidemment les intempéries dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont provoqué la fermeture de parking, donc qui ont obligé à envoyer des festivaliers d'un autre côté. Donc c'était vraiment un capharnaüm impossible. Donc là, on a réfléchi et on s'est dit, on doit d'abord, la priorité, c'est diminuer le nombre de places de parking proches du festival. Donc on était à 10 000, 12 000 places, toutes proches, et on est passé à 4 500, 5 000 places. Donc sinon, on va diminuer et on va les faire payantes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on se dit il faut absolument équilibrer les axes d'accès. On ne peut pas, en tout cas, accepter que les gens, on laisse en tout cas les festivaliers venir tous par le même axe. On doit leur proposer des axes différents et surtout les obliger à prendre des axes différents. Alors, comment on a fait? Eh ben, on a fait 2, 3 choses. On a créé 3 zones. Je ne sais pas si tu peux montrer les zones de couleur. On a créé 3 zones de couleur. La zone jaune, la zone verte, on les appelait comme ça, on va garder comme ça, rouge. Et on a dilué en fait les places de parking, on a équilibré les places de parking possibles, donc ça c'est proche du festival, dans ces 3 zones. On a à peu près 1500, 1600 places dans chaque zone. Et ceux qui venaient en parking vert étaient obligés de venir par la zone verte. C'est-à-dire qu'ils avaient un code barre sur le billet du parking. Ce code barre, ils devaient le scanner, et le scannant, bah, ils arrivaient sur Waze ou sur Google Form, Google Maps, et ça leur permettait d'arriver, donc d'avoir directement le chemin à l'accès. Et ils devaient suivre le chemin à l'accès. L'avantage, c'est qu'ils ont pratiquement tous suivi, en tout cas les instructions, ce qui fait que ça s'est équilibré. Donc on a eu un tiers des festivaliers qui sont venus via la zone jaune, un tiers via la zone rouge, un tiers via la zone verte. Puis on a créé en fait des navettes. On s'est dit, on va, au lieu de, puisqu'on n'avait plus les places de parking suffisantes, on a proposé aux festivaliers de laisser leur voiture dans des parkings de délestage qui se trouvaient dans 3 zones différentes. Une zone qui venait par la zone verte, une zone par la zone rouge, une zone pour la zone, toujours la même chose, par la zone jaune. Ce qui permettait d'équilibrer également l'accès de nos bus, de nos transports en commun, de nos navettes gratuites, via ces 3 zones, et donc équilibrer, donc garantir aussi que les bus ne se retrouvent pas coincés, évidemment, avec les embouteillages. Et là, en faisant ça, ben, on a eu une fluidité au niveau donc, de notre trafic qui s'est révélé vraiment un succès total. On a été évidemment remercié, félicité par la police. Et surtout, ce qui est super important, c'est que l'on soit également remercié par nos festivaliers. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a trouvé des alternatives également aux véhicules, puisque bon, parking de délestage veut quand même venir avec son véhicule. C'est qu'on a favorisé la mobilité douce. On a travaillé aussi énormément sur le fait de venir à vélo au festival. Et on est passé de 250 vélos à 2500 en une année. Donc on a fait x10. Et pour faire x10, on a utilisé 3 modes de fonctionnement efficaces. C'est la récompense. Donc si tu venais à vélo, tu recevais une récompense. L'information. Donc pour venir à vélo, vous pouvez laisser votre véhicule là-bas ou venir directement. Vous pouvez utiliser tel chemin. Donc on communiquait sur les voies d'accès pour venir à vélo. Et la sécurité. Les cyclistes, ce qu'ils voulaient, c'est garantir que leur vélo, ils allaient le laisser dans un parking, mais ils allaient le retrouver quand il est revenu le soir. Et surtout qu'on allait pouvoir éclairer des zones pour pouvoir repartir en toute sécurité et pas se retrouver en plein milieu d'une grande nationale avec des camions, évidemment, pour repartir chez soi. Alors donc, tout ça, évidemment, ça a un coût. Donc, ce qu'il fallait, nous, c'est de pouvoir réussir à ce point de mobilité à ce que ça nous coûte le moins cher possible. Et donc, on a dû, en fait, pour
que ça puisse fonctionner, on a dû investir énormément. Investir dans les navettes. Donc ça, c'est un investissement puisque les navettes étaient gratuites. Investir dans l'aménagement des parkings. On n'a pas voulu connaître ce qu'on a connu en 2023, c'est-à-dire de grosses inondations et se dire on ne sait plus utiliser du tout nos parkings. Donc on a aménagé donc, ces prairies avec beaucoup de plaques. C'est 2000 plaques de roulage. Donc une plaque, ça fait 5 mètres sur 1,50 m. Je ne sais pas si vous voyez un peu les plaques en acier. Eh ben, on a installé 2000 plaques sur les parkings. Et puis on a évidemment augmenté le personnel d'accueil parce qu'il fallait faire payer les parkings. Donc il fallait quelqu'un qui accueille. Donc il fallait augmenter le service d'accueil et la sécurité et la surveillance de ces parkings. Et ben, tout ça, en fait, ça ne nous a rien coûté puisque le fait de faire payer les 4500 places de parking, ça a permis de financer, en tout cas, tout ce qui a été mis en place à côté. Et qu'on a plus d'un. Ouais. Et un point important, c'est qu'on se rend compte maintenant qu'on arrive dans un certain paradoxe. C'est que notre stratégie de diminuer en fait le nombre de places de parking disponibles, ce sera le prochain challenge. C'est que si on va trop loin là-dedans et que le succès de nos parkings de délestage qui aujourd'hui sont gratuits et l'offre de navettes va devoir augmenter, ben ça va déséquilibrer de nouveau le budget. Donc là, la prochaine étape de la réflexion, ce sera de dire, bon, est-ce qu'à un moment, on ne devra pas aussi faire payer ces navettes? Donc c'est toujours le problème que vous vivez tous, c'est-à-dire l'équilibre entre les coûts et les recettes d'une décision logistique. Voilà. Un des points importants, en fait, pour nous, c'est que, et je sais que pour la discussion qu'on avait eue l'année dernière avec, je pense, c'était le Paléo, où ils se posaient beaucoup de questions de savoir est-ce qu'ils allaient passer et que c'était une discussion qui durait depuis des années. La seule chose que nous, on peut dire, c'est que lorsque ça fonctionne, la valeur perçue est largement supérieure à l'investissement que le festivalier doit faire pour l'une ou l'autre solution. Donc chez nous, c'est vraiment, comme on y est passé crème, on a eu énormément de retours positifs sur le plan de mobilité globale. Et donc ce changement qui peut faire peur parfois, parce qu'évidemment, on ajoute des frais énormes pour les festivaliers, c'est super bien passé. Voilà. En conclusion, on peut dire que dans le résultat en fait, de ce qu'on a mis en place, juste pour l'anecdote, on a travaillé aussi avec une boîte flamande qui s'occupe de la mobilité de Werther et de Tomorrowland. Donc, ce sont des gens qui avaient quand même pas mal d'expérience. Donc, on a bénéficié évidemment de leur expertise et ce n'était pas négligeable. Je vais donner une erreur que font beaucoup de festivaliers, c'est qu'on prévoit par exemple une dizaine de bus pour emmener les festivaliers. Si vous en prévoyez 10 pour les ramener, le soir, ça ne marchera pas. Il faut en prévoir au moins 25, si pas 30, pour le retour. Sinon, vous allez vous retrouver avec des files au retour de 4 ou 5 heures pour récupérer sa voiture. Ce sont des expériences en fait, que nous font bénéficier donc, les experts en mobilité. Et on ne l'a pas fait tout seul. On a travaillé ensemble, on a travaillé avec ce que nous connaissions de terrain et ce qu'eux connaissaient avec leurs expériences passées. Et puis la conclusion, c'est de dire que ce qu'on a mis en place, ça n'a pas eu l'impact financier, mais surtout, ça a rassuré énormément les autorités parce qu'on était, avec l'année 2023, je pense qu'on était dans une tension quand même assez importante avec la police, avec le bourgmestre. En Belgique, on dit bourgmestre, on ne dit pas maire, avec le bourgmestre, avec les autorités communales, avec les pompiers. C'était assez compliqué parce qu'effectivement, c'était quand même assez catastrophique. Et là, on a récupéré en fait cette confiance et on a récupéré aussi. Il n'y a pas eu de retour négatif de la part des festivaliers, malgré que le parking devenait payant. On n'a eu aucun retour négatif et on s'est posé la question de savoir pourquoi. D'abord, parce que les gens étaient très contents. Ils sont arrivés beaucoup plus facilement sur le festival. Ils n'ont pas perdu de temps ni pour venir, ni pour repartir. Mais aussi parce qu'on a développé aussi la mobilité. On a beaucoup communiqué là-dessus, la mobilité douce. Et on sait que aujourd'hui, pour beaucoup de gens, beaucoup de festivaliers, c'est important en tout cas de penser à l'environnement et le fait de faire venir plus de cyclistes et donc moins de voitures, ça aide au niveau de l'image aussi du festival. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais répéter la question, après je te passe le micro. Donc la question, c'est de dire, comme c'est un grand changement pour le festivalier, quels ont été les efforts de communication pour que ce soit bien accepté, de présentation, et comment ça a été accepté, quels ont été les efforts en amont? Ça a été un énorme chantier. Évidemment, on a utilisé les réseaux sociaux, on a utilisé... En fait, à partir d'un moment, on a quasiment plus communiqué que là-dessus cette année. Donc, c'était vraiment l'axe de communication. On l'a fait par tous les canaux disponibles. Les réseaux sociaux, les newsletters, c'était aussi sur tous
toutes les infos qui étaient envoyées, donc la billetterie, les médias. Donc, on a eu la chance d'avoir un relais média important aussi. Donc, on a vraiment utilisé ce canal-là pour vraiment diffuser l'information. Mais ça a été un énorme chantier. On a commencé à communiquer assez tôt. À partir du mois d'avril-mai, on a commencé à prévenir les festivaliers. Ça s'est vraiment déroulé sur 3 mois. Mais c'est un point vraiment très, très important. La communication, sans ça, ça ne fonctionne pas. Par contre, à l'inverse, on n'a quasiment pas eu de couac. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas eu de festivaliers qui sont arrivés sur un parking payant sans leur ticket. Quand je dis pas beaucoup, c'est peut-être 10 ou 15 par parking. Donc, c'était vraiment très, 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 très peu. Donc, en fait, je pense que c'est une préoccupation du festivalier à un moment de se dire, tiens, comment je vais y aller? Et donc, il se renseigne. Mais ça, on l'a vraiment matraqué, ça, c'est sûr. Et à nouveau, en fait, ça montre que le festivalier, il est prêt à payer s'il y a du service en face. Euro Disney, je crois que le parking, c'est 18 ou c'est 30 € la journée, en plus de tout le reste.